Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. C'est l'essentiel de l'actualité locale et régionale. Tout de suite les titres de ce jeudi 21 mars. Saint-Quentin-en-Yvelines réfléchit à son plan paysage, un outil pour penser l'aménagement des 12 communes de l'agglomération de manière plus homogène. Une réunion publique sur le sujet se tenait hier et une plateforme participative a ouvert pour recueillir l'avis des habitants. Renault imagine l'usine du futur. À l'occasion de la 9e semaine de l'industrie, le Technocentre à Guyancourt a organisé une exposition sur les modes de conception de demain, une filière de l'automobile qui représente 45 000 emplois dans les Yvelines. Et puis Montigny-le-Bretonneux accueille ce week-end les journées internationales d'Aïkido, 2 jours d'événements dédiés à cet art martial venu du Japon. Des maîtres de toute l'Europe seront également présents. Invité de ce journal, Thomas Tessier du club d'Aïkido de Montigny. Donner son avis à Saint-Quentin-en-Yvelines sur le paysage. L'agglomération a lancé récemment une plateforme participative. Les habitants et usagers du territoire peuvent s'y exprimer et proposer des solutions pour leur environnement. L'objectif, alimenter la réflexion sur le plan paysage en cours d'élaboration. 12 communes et des territoires différents dont il faut désormais penser l'aménagement de manière harmonieuse. Pour y parvenir, Saint-Quentin-en-Yvelines élabore son plan paysage, un outil pour répertorier tous les éléments du paysage de l'agglomération, qu'ils soient naturels, urbains ou agricoles. Cette réflexion servira ensuite dans l'élaboration des futurs documents de la collectivité comme le plan local d'urbanisme intercommunal. On est en train de penser l'aménagement de notre territoire pour demain. Plutôt que de continuer un peu à aménager chacun dans notre coin, chacun je dirais dans sa ville, eh bien ça va nous obliger à repenser les choses de façon beaucoup plus globale puisque à l'échelle d'un territoire. La réflexion sur le plan paysage débute par une phase de diagnostic, une étude menée par un cabinet à laquelle sont associés les Saint-Quentinois. Mercredi 20 mars, ils étaient une vingtaine à participer à une réunion publique d'information, l'occasion d'échanger sur leur vision du paysage. Ce qu'on aime bien quand même à Saint-Quentin, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'espaces arborés. Ce qu'on souhaiterait, c'est surtout éviter de minéraliser les sols parce qu'il y a beaucoup de places aujourd'hui qui sont malheureusement plutôt garnies de pavés plutôt que d'arbres. On a un site historique patrimonial sur Maurepas qu'on aimerait beaucoup conserver, y compris son environnement et ses paysages, et d'autres sites, d'autres lieux, d'autres squares. Enfin, il y a beaucoup d'endroits intéressants à sauvegarder et à mettre en avant. On a un passé historique qui est important, avec un point supplémentaire qui remonte au Moyen-Âge, c'est-à-dire le lieu-dit des Trois Bornes où était rendue la justice et qui se trouve sur notre territoire mais qui n'est pas indiqué ni valorisé. Pour recueillir ses avis sur le paysage, Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé une plateforme participative. Les habitants et usagers pourront y exprimer ce qu'ils souhaitent voir conserver, améliorer ou transformer en postant des photos. Et des balades urbaines seront également organisées dans différents lieux remarquables du territoire. Et une fois la stratégie élaborée, un plan d'action sur le paysage est prévu pour 2020. Un paysage qui va d'ailleurs évoluer prochainement à Maurepas. La ville a reçu le soutien financier de l'Île-de-France, une subvention d'1 million d'euros dans le cadre du contrat d'aménagement régional qui finance des projets en matière d'équipement et d'espace public. La subvention va servir dans le cadre de 2 chantiers, celui de la rénovation du centre-ville de Maurepas à hauteur de 433 000 euros. 566 000 euros seront eux tournés pour la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire de l'AGIO. En cette journée nationale du coworking, l'espace de travail partagé Stop & Work a fêté son premier anniversaire ce jeudi. Il est implanté près de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux. Plus de 150 personnes, dont de nombreux collaborateurs, ont fait le déplacement pour cet événement et pour échanger des cartes de visite. Le directeur de la structure dresse un premier bilan après 1 an d'activité. C'est au micro de Michael Elmidoro. Premier bilan très positif, je dirais plutôt un pari gagnant. Aujourd'hui, le centre est aux 3/4 plein. Les places se font de plus en plus rares. On a eu de très nombreuses recommandations. De nombreuses personnes viennent visiter le centre pour, dans un futur très proche, prendre de nouveaux bureaux. Et des personnes même de la région parisienne viennent ne serait-ce que pour réaliser du télétravail. Dans l'actualité également, l'inquiétude des salariés de Castorama et Brico Dépôt. Le groupe britannique d'enseigne de bricolage Kingfisher a annoncé hier son mauvais bilan financier. Conséquence, 11 magasins vont fermer en France, dont 7 dans la région francilienne d'ici novembre 2020. Dans les Yvelines, le Brico Dépôt de Flins-sur-Seine est concerné. Ouvert en 2012, il baissera le rideau dès l'automne. 62 personnes travaillent sur le site.
Le groupe La Poste, lui, de son côté, annonce une campagne de recrutement dans le département cette année. Plus de 130 facteurs seront embauchés, annonce la direction. 118 avaient déjà signé un contrat en CDI en 2018. Les futurs employés recrutés au niveau débutant auront une formation de 15 jours dédiée au métier de la distribution, au management de la santé et à la sécurité au travail. Pour postuler, les candidats doivent se connecter sur le site internet La Poste Recrute. La 9e édition de la Semaine de l'Industrie se poursuit dans toute la France. C'est jusqu'au 24 mars. Dans les Yvelines, la filière automobile est bien représentée avec 45 000 salariés et plus de 150 entreprises, notamment Renault et son technocentre à Guyancourt. Le site a organisé une exposition. Le thème, c'est l'usine du futur. Découverte de cette industrie 4.0 avec Nicolas Dandry. Un robot collaboratif pour transporter des outils sur une chaîne de montage, un chariot élévateur fonctionnant seul ou un drone programmé pour l'inventaire des pièces. Bienvenue dans l'usine automobile du futur. Développée depuis 2016, 3/4 de ces technologies sont déployées dans les usines Renault. Objectif, améliorer la performance industrielle des sites de production. Premier point, c'est sur la sécurité. Vous l'avez vu ici, il y a plein d'illustrations sur l'amélioration de la sécurité, sur l'amélioration de l'ergonomie. Deuxième point majeur, sur la qualité des produits que l'on délivre, le fait d'avoir une qualité maîtrisée sur l'ensemble de notre production. Et enfin, le troisième point, c'est notre performance finalement financière pour faire les produits les moins chers possibles. Ces technologies sont développées dans les usines en collaborant avec des entreprises. C'est le cas de ce robot collaboratif, un système de vision pour contrôler la qualité des pièces. Ici, on va venir voir si les coutures sont bien placées. Le contrôle d'après, on va voir si à l'intérieur de la porte, on a les bons caractères qui sont sur les poignées. L'industrie 4.0, c'est aussi connecter les collaborateurs entre eux, suivre en temps réel la production, de la commande du véhicule à la livraison, ou encore tester l'implantation de nouveaux outils grâce à la réalité virtuelle. Par exemple, je veux voir si l'îlot pourra être implanté. On s'aperçoit ici qu'on est limite du poteau en béton de l'usine. Donc, avec ceci, on va pouvoir faire un rapport. Voilà, j'ai fait une mesure qui me permet de savoir le positionnement que je vais avoir entre ma brique et l'usine. À terme, le déploiement de ces technologies se fera à l'échelle de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Prochain défi, le développement de l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle. Direction cette fois-ci le forum Peugeot à Poissy où une cérémonie était organisée cette semaine. Le deuxième prix de l'entrepreneur a été remis en présence de Louis Gallois, le président du conseil de surveillance de PSA, organisé par Grand Paris Seine-et-Oise. Le prix récompense des entrepreneurs et porteurs de projets pour leur créativité. Cette année, 6 lauréats se partagent une dotation globale de 31 000 €. Ce sera l'un des rendez-vous à ne pas manquer cette année dans le territoire. La dernière étape du Tour de France passera par les Yvelines, une dernière étape au départ de Rambouillet qui traversera notamment le sud Yvelines, événement rendu possible grâce à un partenariat signé entre le département et les organisateurs de la Grande Boucle. Les détails de Mickaël Elmidoro. Le Tour de France passera par les Yvelines au minimum jusqu'en 2023. Les organisateurs et le département ont signé une convention en ce sens ce mercredi 20 mars. Objectif, préparer les Jeux Olympiques 2024 avec notamment un départ en 2023 du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Toutes les épreuves cyclistes, qu'elles soient à l'intérieur du vélodrome ou à l'extérieur, le BMX, le VTT, le vélo sur route, tout se tient dans les Yvelines. Il était donc pour nous logique de préparer ce très grand moment. On ne reverra pas les Jeux Olympiques en France avant des décennies. Et donc, le département veut monter en puissance. Pour les organisateurs, ce partenariat avec les Yvelines marque une continuité dans l'histoire du Tour de France. Le Tour de France, dès sa première édition en 1903, est passé sur le territoire des Yvelines. C'était la Seine-et-Oise à l'époque, juste avant l'arrivée de la dernière étape. Et c'est d'ailleurs le vainqueur du Tour de France, du premier Tour de France, Maurice Guérin, qui avait gagné cette étape-là. Donc il y a un tas d'histoires qui se sont passées dans le département, d'une échappée formidable de Bernard Hinault avec son rival hollandais Joop Zoetemelk, voilà, jusqu'aux dernières éditions. Pour cette première collaboration dans ce partenariat, Rambouillet a été retenu comme ville départ de la dernière étape vers Paris le dimanche 28 juillet, une première depuis 2012. Donc on attend bien sûr beaucoup de monde, 40 000 spectateurs en 2012, on va essayer de battre le record. On attend du tourisme, on attend une image. Rambouillet est déjà connu au niveau international, mais la dernière étape est une des étapes les plus regardées du Tour de France. Donc voilà, c'est l'image, l'identité de Rambouillet et cette magnifique identité qu'on veut que le monde entier connaisse.
Après Rambouillet, le peloton devrait passer par la vallée de Chevreuse, Jouan-Josas-Buc avant de quitter le département à Vélizy-Villacoublay. Le sport encore avec mon nouvel invité Thomas Tessier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur technique de l'aïkido Montigny-le-Bretonneux. Alors le club organise samedi et dimanche les journées internationales d'aïkido. C'est au centre sportif Pierre de Coubertin. Une petite présentation de l'aïkido déjà avant de présenter l'événement. C'est un art martial. Quelle est sa particularité par rapport aux autres arts martiaux ? Alors l'aïkido est un art martial japonais qui nous vient du maître fondateur Morihei Ueshiba. En aïkido, on associe deux mots qui au premier abord vont pas forcément ensemble. C'est défensif, l'aïkido est uniquement défensif et non violent. Dans l'imaginaire collectif, on s'imagine que pour se défendre, il faut obligatoirement répondre à la violence par la violence. L'aïkido propose une autre manière de faire. Et cette manière-là, c'est de chercher à s'harmoniser avec l'autre. Donc le maître Shiba, le message du maître, c'est l'aïkido est amour. Alors, amour au sens du respect de la personne humaine. Donc, à l'image des autres arts martiaux, c'est pas qu'un sport, ça va au-delà. Il y a une dimension peut-être spirituelle aussi. C'est une voie. Ouais. C'est une voie, l'aïkido, qui vous accompagne au jour le jour et qui vous aide à gérer tout type de conflit, tout type d'agressivité au quotidien. Donc, le principe au niveau technique et au principe de l'aïkido, c'est de ne pas s'opposer à l'autre, mais plutôt de mettre son énergie avec celle de l'autre. Vous l'avez dit, c'est un art qui nous vient du Japon. Est-ce que c'est très développé en France ? Est-ce qu'il y a de nombreux clubs d'aïkido ? Alors, il y a environ 60 000 pratiquants d'aïkido en France. C'est bien entendu bien moins développé que le judo, de par le fait qu'il n'y a pas de compétition en aïkido. Donc, l'aïkido ne passe pas à la télévision, à part aujourd'hui, un petit peu. Voilà. Et puis, je disais, l'aïkido est non violent. D'accord. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, les aikidokas sont un petit peu à part, puisque quand on regarde autour de soi, la violence est partout. C'est un message important, ça, ce message de non-violence à véhiculer ? C'est le message essentiel de l'aïkido. Le maître Shiba a créé l'aïkido pour ça, pour faire en sorte que les hommes puissent vivre en paix, voilà, quelles que soient les frontières, quel que soit leur pays d'origine, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur âge. L'aïkido est vraiment fait pour tout le monde. C'est vrai que dans le monde actuel, c'est un message que l'on a besoin d'entendre. Alors à Montigny-le-Bretonneux, justement, il y a combien d'adhérents, combien de pratiquants de l'aïkido ? Alors cette année, nous sommes 130 adhérents, avec environ 2 tiers d'enfants et 1 tiers d'adultes. Le club d'aïkido a été créé en 1981 par Jean-Pierre Fillot, qui a enseigné jusqu'en 2015, et je suis encore aujourd'hui activement son enseignement. Et j'essaye de mon mieux de transmettre ça à Montigny, voilà, depuis 2015 aux enfants et aux adultes. La transmission, c'est très important, on le sent, de maître en maître, de pratiquant en pratiquant, c'est une chose primordiale. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel puisque ce message qui est magnifique, le message de l'aïkido, il faut qu'il perdure dans le temps. Et donc il faut que du professeur à l'élève, la transmission se fasse. Et que l'élève qui devient son tour professeur puisse enseigner à la fois la technique et l'esprit de l'aïkido. Le maître Shiba a voulu que l'esprit et la technique soient mis ensemble, comme 2 faces d'une même médaille. Et vous le disiez, le club de Montigny présent depuis les années 80, ça fait aussi plusieurs années, plusieurs fois qu'il organise de telles journées internationales. Voilà, alors, donc, cette année, ce sera la 5e édition des journées internationales. La première édition ayant eu lieu en 2005. À l'initiative, encore une fois, de Jean-Pierre Fillot. Donc moi, je reprends fièrement le flambeau ce week-end, donc avec de nouvelles journées internationales. Et c'est une édition spéciale puisqu'elle permettra de commémorer les 20 ans de la disparition de Maître Noquet, un maître d'aïkido. Qui était-il, Maître Noquet ? Alors, Maître Noquet, c'est le premier étranger à être allé étudier l'aïkido au Japon, auprès du maître. Donc il était élève à domicile, ce qu'on appelle en japonais uchideshi. Et pendant 3 années, de 1955 à 58, il a suivi l'enseignement du maître à raison de 5 heures d'entraînement par jour. Voilà. Et ensuite, il est rentré en France et il a eu cette petite mission-là de transmettre l'aïkido, à la fois en France et donc dans toute l'Europe. Donc ça a été le précurseur en Europe de l'aïkido. C'est le pionnier français de l'aïkido. L'aïkido en France est apparu dans les années 47 avec un maître qui s'appelait maître Mochizuki.
Voilà, Maître Noke a appris avec Maître Mochizuki, puis avec le Maître Tadashi Abe. Et en 1955, il a eu l'opportunité d'être invité par le Maître Shiba. Donc voilà, le Maître Noke pratiquait le judo, il a tout mis de côté pour vivre à fond cette aventure Aikido. Et donc il y a aussi une autre volonté pour cet événement, et ça va de pair avec ce message de non-violence, c'est l'union entre les pays. Il y a plusieurs adhérents qui vont accueillir chez eux des délégations étrangères, des adhérents d'autres pays qui viennent ici. Alors il faut savoir que l'Aikido au départ était réservé exclusivement aux Japonais, puis est arrivée la Seconde Guerre mondiale, et le Maître Shiba, quand il a vu toute cette violence, la violence inouïe de cette guerre, a décidé d'ouvrir l'Aikido au monde. Et son message à lui, c'est de faire en sorte que tous les peuples puissent se réunir autour d'un même feu. Et ça n'a pas de sens en Aikido de parler de frontières. On considère tous les hommes comme une seule famille. Et donc ce week-end, on rend hommage à la fois au Maître Shiba, disparu il y a 50 ans, et à la fois à Maître Noke, disparu il y a 20 ans. Et elles viendront d'où ces délégations? De quel pays? Alors il y aura 5 nations européennes représentées, la France bien évidemment, mais aussi la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, et la petite nouveauté cette année, c'est l'Autriche. Avec la présence de grands maîtres? Avec la présence, oui, de hauts gradés, de très hauts gradés même, puisqu'il y aura des 7e dan d'Aikido. Pour vous donner une idée, le plus haut gradé en France est 8e dan, c'est Christian Tissier. D'accord. Juste pour terminer, il nous reste un peu moins d'1 minute. Quel est le programme des 2 jours? Ça se fait sous forme de stage, c'est ça? Voilà, donc un stage Aikido, c'est une rencontre. Il va y avoir 6 heures de cours le samedi, réparties sur la matinée, l'après-midi, et 4 heures de cours le dimanche. Pareil, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, et chaque enseignant de chaque pays va se succéder pour transmettre ce qu'il a reçu. Qu'attendez-vous de ces journées? Quels sont les objectifs pour ce week-end? L'objectif, c'est de rendre hommage à Maître Noke. L'objectif, c'est d'être tous ensemble. Et l'Aikido a vocation à créer des liens avec les autres. Donc il faut entretenir ces liens, voire les recréer. Et j'espère que ça va perdurer dans le temps et qu'on organisera de nouvelles journées internationales. Et puis même qu'on ira rendre visite à nos amis étrangers. Journée internationale d'Aikido, programme ce week-end à Montigny-le-Bretonneux, samedi et dimanche, c'est au centre sportif Pierre de Coubertin. Merci Thomas Tessier. Merci à vous. Et on retrouve bien sûr toutes les informations sur votre site internet, le site de l'Aikido Montigny. Si vous êtes monté à bord des skibus aujourd'hui, vous avez peut-être croisé des comédiens déclamant des poèmes. Toute la journée, ils ont sillonné Saint-Quentin en Yvelines dans le cadre de la Journée mondiale de la poésie et du Printemps des poètes. La caméra d'Aurélie Ronze était présente sur la ligne 401. Et sa beauté modeste fait des révolutions. Déclamer des poèmes à l'arrière d'un bus, une idée originale pour susciter l'intérêt des passagers de la ligne 401 à destination de Maurepas. Ces embuscades poétiques se déroulent dans le cadre du Printemps des poètes et sont proposées par un collectif parisien, les profs d'histoire. Dans le bus, ils ont liberté totale, soit collective, soit individuelle, de dire des poèmes, de les chanter, de les crier, de les hurler, de les murmurer, à qui veut les entendre. Et ils leur offrent, à chaque personne qui écoute, on leur offre un marque-page sur lequel il y a des poèmes décrits. Je ne suis pas poète, mais j'aime la poésie. Des belles paroles, comme on dit. Une quinzaine de comédiens répartis en 2 groupes se sont invités tout au long de la journée sur plusieurs lignes du réseau Skibus. Le créateur écouta les propos du cheval. La première fois qu'on l'a fait, j'étais un petit peu inquiète en me disant comment les clients vont recevoir cette manifestation. Et ça s'est très bien passé. Les conducteurs également apprécient parce que ça les change aussi un petit peu d'avoir de l'animation dans leur bus. Cette année, le Printemps des poètes est placé sous le signe de la beauté, un thème inspirant pour les comédiens. Le monde est beau, le printemps est beau, la vie est belle et notre but c'est de leur rappeler la beauté de la vie pour qu'ils ressortent du bus avec un sourire et la joie de vivre. C'est très beau. C'est très belle, madame. Une performance sur la thématique de la forêt, elle est présentée ce samedi à la ferme du Mousseau d'Elancourt par l'école de danse. C'est dans le cadre du festival Courant d'Art, mélange de danse et de poésie. Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. Il se promène au milieu de l'exposition à l'ombre des forêts, puis se fige et se transforme en arbre. Voici la forêt humaine imaginée par les élèves de l'école de danse d'Elancourt. Une performance artistique et arborescente préparée dans le cadre du festival Courant d'Art à la ferme du Mousseau.
La performance est un moment où on joue, on se met en jeu, avec des moments d'improvisation. Justement, faire pousser, créer des architectures d'arbres à partir donc de ce jeu avec le bras et la main et le regard. Âgés de 9 à 11 ans, ces enfants se sont emparés de l'univers forestier pour créer un poème, des mouvements, le bruit des feuilles. Accompagnés par les professionnels Cécile Oumani pour la poésie et Gilles Verrier pour la chorégraphie. Dans la performance, on commence par marcher dans toute, on va dire comme une forêt. Après, on commence à faire un arbre. Thérèse Marie, elle nous a dit déjà si on avait des idées. Là, il y avait quelques propositions, comme faire des pas de danse à deux, ou alors danser comme des feuilles d'arbres. Rendez-vous le samedi 23 mars à 16h à la ferme du Mousseau pour découvrir la performance des élèves et le vernissage de l'exposition à l'ombre des forêts. Casser les stéréotypes, montrer par exemple que la danse, ce n'est pas que pour les filles. Le Conservatoire de Plaisir accueillait un atelier danse père-enfant. C'était à l'occasion de la première semaine de l'égalité femmes-hommes de la ville. Sur place, Patrick Jacques de Dixmude, le récit de Marilène Yapichino. Ce matin-là, au Conservatoire de Plaisir, les enfants font danser leur papa. Moi qui fais souvent des stages par enfant, la plupart du temps, c'est les mères qui viennent avec leurs enfants. Et aujourd'hui, on a bien signalé que c'est un atelier papa-enfant. La danseuse chorégraphe venue de Poitiers a préparé toute une série de jeux pour que les duos puissent vivre de vrais moments de partage artistique. On ne va pas se mettre à la barre et faire des exercices dits de danse. En fait, on va rentrer en mouvement de façon ludique, joyeuse, dans le jeu. Ils ne vont pas avoir l'impression de se mettre, de danser, mais finalement, à la fin de la séance, ils vont s'apercevoir qu'ils sont en danse et qu'ils sont bien dans leur corps, en train de danser avec les corps qu'ils ont, même s'ils ne sont pas danseurs à la base. On va faire ce jeu-là. Donc vous allez décider entre vous qui est sédentaire, qui est nomade. Une matinée qui s'inscrit dans la semaine pour l'égalité femmes-hommes de la ville de Plaisir, histoire de rappeler que les papas aussi peuvent passer du temps avec leurs enfants. Toute la semaine, on est au boulot, on travaille et nos enfants font les activités à côté. Et donc là, c'est un moment privilégié où je vais pouvoir voir ce qu'elle fait. Et puis, elle, ça lui plaît aussi de savoir que son papa vient et voit ce qu'elle fait et partage des moments avec elle. C'est vrai qu'à la maison, elle nous lance souvent pour qu'on l'accompagne, qu'on danse avec elle un peu à la maison. Donc là, c'était l'occasion de faire ça dans un endroit avec un cadre, avec une professionnelle. Donc voilà, c'est l'occasion de partager ce moment ensemble. On danse un peu à la maison avec elle. Enfin, on fait un peu les foufous et puis avec Danse avec les stars, on s'y prête. Donc voilà, c'est l'occasion de faire ça ici avec elle. Des papas qui font les foufous avec leurs petites filles et petits garçons, une matinée riche en complicité. Attention, cet atelier père-enfant est réalisé par des amateurs. Il est fortement recommandé de le reproduire chez soi. Et puis on l'a tous fait au moins une fois, porter les vêtements de ses parents pour faire comme les grands, de ce souvenir d'enfance. Julien Caïdos en a fait une exposition visible jusqu'à début avril à la mairie de Guyancourt, découverte signée Mélanie Poquet. Après les mots, le cliché. Julien Caïdos a fait poser des centaines d'enfants. Ce photographe professionnel leur a demandé de s'habiller avec un vêtement d'adulte d'un de leurs parents. C'était une façon de parler du vêtement à travers le prisme de l'enfance, qui est un prisme de spontanéité, on va dire quelque chose de plus naturel. En dehors de mon travail artistique, je suis photographe professionnel, donc je travaille autour du portrait pour les institutions. Je fais de la photographie de mode aussi. J'ai déjà fait des photographies d'enfants pour des magazines et pour des catalogues de vêtements. Donc c'est vrai que ça a été un peu l'élément déclencheur de cette idée. Julien Caïdos veut parler de leur projection dans l'âge adulte, la construction de leur identité. 150 clichés d'enfants guyancourtois de 6 à 10 ans réalisés dans des écoles de la ville. Les enfants, ils ont cette spontanéité-là, en tout cas quand ils posent devant un objectif, qui est quand même quelque chose de plus facile à capter qu'un adulte. Je voulais pas non plus quelque chose de trop figé, donc c'est vrai que je les ai pas mal guidés pour qu'ils soient pas toujours de face, qu'ils regardent pas toujours. Justement, c'était vraiment
dans l'idée d'avoir aussi cette mosaïque de portraits qui ne soient pas formellement tous de face à regarder l'objectif, à pas sourire ou à sourire. Enfin, j'avais envie aussi de varier les plaisirs, on va dire, du cadrage. Un projet d'exposition réalisé à 3 lors d'une résidence à Guyancourt. Julien Caïdos a travaillé avec 2 psychologues. Un jeu d'enfant pour faire comme les grands, qui peut donner envie aux adultes de redevenir petits. Cette information transport avant de vous quitter. Attention, si vous comptez emprunter la ligne N du Transilien ce week-end, il n'y aura pas de train entre les gares de Montparnasse et de Versailles-Chantier. Trafic interrompu entre vendredi 22h et dimanche 14h. Des travaux de maintenance seront réalisés sur le réseau. Les lignes de bus régulières entre Paris et Versailles seront renforcées en substitution. La fin du 7-8 journal, c'est bien sûr à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Dans un instant, le 7-8 loisirs pour être au fait de toutes les idées de sortie à faire sur le territoire. Belle soirée avec TV 78.